Si vous êtes fasciné par les civilisations préhistoriques absentes de nos livres d'histoire, embarquez pour un voyage remarquable avec notre e-book Mégastructures préhistoriques. Ce volume de près de 500 pages regorge d'images et d'explorations approfondies de certaines des structures anciennes les plus étonnantes et inexpliquées jamais découvertes. Des monuments qui ont clairement été construits avec une technologie de pointe à une époque oubliée depuis longtemps. Il y a une réduction limitée sur le livre électronique, alors assurez-vous de cliquer sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé en haut et découvrez les mystères que l'histoire traditionnelle refuse de reconnaître. La Grande Pyramide de Gizeh, chef-d'œuvre architectural et technique, reste l'une des réalisations les plus remarquables de l'histoire de l'humanité, incarnant un niveau de précision et de sophistication qui déroute encore aujourd'hui les chercheurs et les érudits. Ce monument recèle dans ses pierres des secrets et des traces d'une technologie avancée que nous commençons seulement à comprendre. Juste au moment où vous approchez de la pyramide, vous pouvez commencer à voir ces traces de technologie avancée. Par exemple, il existe de nombreux blocs de pierre de basalte portant des marques verticales de machines. La présence de lignes verticales méticuleusement sculptées dans le basalte, un matériau non originaire du voisinage de la pyramide, soulève des questions immédiates sur les outils et les méthodes employées par les anciens. Ces lignes, distinctes des simples rayures, affichent un motif indiquant des marques de scie, suggérant l'utilisation d'une technologie d'usinage avancée bien au-delà des capacités des ciseaux ou des scies en bronze. Même avec l'aide de matériaux abrasifs comme le sable de silice, un examen plus approfondi de la région révèle des exemples supplémentaires qui font allusion à l'utilisation de techniques d'usinage plus anciennes, mais très avancées. Par exemple, les restes de coupe à la scie d'un diamètre d'environ 1/8 à 1/4 de pouce révèlent non seulement la précision, mais aussi la possibilité de coupe courbe, pointant potentiellement vers l'utilisation de scies circulaires géantes. Cette preuve contredit le récit traditionnel qui attribue la construction de la pyramide à de simples outils et au travail manuel. Devant la deuxième pyramide, on peut trouver de nombreux restes de granit en fusion, dans des canaux s'étendant de la pyramide vers le Sphinx. Une découverte particulièrement frappante est un bloc de calcaire traversé par un canal de granit en fusion, présentant une palette de couleurs vives et faisant allusion à la chaleur intense qu'il a dû endurer. Ceci, ainsi que les zones de granit et de calcaire carbonisé, soulèvent des questions intrigantes sur les processus et les événements qui ont conduit à ces conditions. Les observations des pierres de revêtement externe d'origine compliquent encore l'histoire. L'ajustement extrêmement serré entre ces pierres suggère un niveau de savoir-faire et de précision difficile à concilier avec les outils soi-disant disponibles lors de la construction de la pyramide. La Grande Pyramide et ses deux pyramides plus petites sont placées exactement de la même manière que les 3 étoiles qui composent la ceinture d'Orion. La dernière fois que les pyramides se sont alignées sur la ceinture d'Orion, c'était il y a environ 10 450 ans. Cela suggère fortement que les pyramides ont au moins 10 000 ans et sont probablement beaucoup plus anciennes. Cela expliquerait peut-être pourquoi il n'y a aucune mention des pyramides ou de leur création dans aucun des écrits égyptiens. De telles preuves remettent en question la chronologie établie de l'histoire égyptienne et suggèrent que la Grande Pyramide, et peut-être ses voisines, pourraient avoir préexisté à la civilisation dynastique égyptienne. La plupart des gens pensent que les pyramides de Gizeh ne sont que ces 3 grandes pyramides. Cependant, le complexe est rempli de nombreuses structures plus petites, dont de nombreuses petites pyramides qui portent encore leurs pierres d'enveloppe d'origine. Il existe également de nombreux puits et tunnels, comme le puits d'Osiris, qui suggèrent l'existence d'un immense complexe souterrain sous le plateau de Gizeh, situé à 35 mètres sous la surface. Le puits d'Osiris mène à ce que l'on appelle le tombeau d'Osiris. Il présente un sarcophage en granit au centre d'une chambre, entouré d'un canal artificiel rempli d'eau. La question qui se pose naturellement est la suivante. Comment ont-ils assuré une source d'eau fiable pour remplir ce canal?
Et d'ailleurs, comment faisait-il pour maintenir l'eau exactement au bon niveau? La seule explication plausible de cet exploit est l'existence d'un système hydrologique souterrain avancé, de chambres et de tunnels à proximité, spécialement conçus pour exploiter et diriger l'eau d'une source naturelle vers le puits. Le substrat rocheux solide de la zone exclut tout risque de fuite aléatoire, confortant ainsi la théorie selon laquelle l'eau est fournie via un canal dissimulé délibérément construit. Les implications d'un tel canal sont profondes, indiquant un projet d'ingénierie souterraine monumental sans précédent à son époque. Le véritable objectif de cette structure souterraine est un mystère, et il n'existe aucune échelle ni aucune autre méthode pour y descendre. Alors, comment ont-ils réussi à placer d'énormes sarcophages en granit pesant jusqu'à 40 tonnes, chacun à l'intérieur de la structure? De plus, la décision de placer ces énormes boîtes de granit sous terre, au lieu de les creuser directement dans le substrat rocheux, signifiait qu'un objectif spécifique était attaché à ces objets ou aux matériaux dont ils étaient constitués. Il y avait cependant un sarcophage qui n'était pas en granit. Il était fabriqué à partir de dacite, un matériau qui n'était utilisé pour aucun autre objet connu dans l'histoire de l'Égypte ancienne. De plus, ce matériel ne peut être trouvé nulle part en Afrique. Cela signifie que celui qui a construit le puits a transporté l'énorme sarcophage en dacite de 40 tonnes sur de grandes distances, peut-être depuis l'autre côté de la Méditerranée. L'application de techniques de datation avancées a révélé que le puits a très probablement au moins 5000 ans, repoussant la chronologie de ce site aux périodes pré-dynastiques. Le Sérapéum de Saqqara est une ancienne nécropole égyptienne située près du Caire, réputée pour son assemblage de boîtes massives en granit. On pense qu'il s'agit de sarcophages. Ces boîtes, fabriquées avec une précision étonnante, ont suscité de nombreux débats autour de leur création. Le savoir-faire extraordinaire évident dans ces boîtes en granit suggère l'utilisation d'une technologie de pointe, bien au-delà de ce qui est traditionnellement attribué aux anciens Égyptiens. Chaque boîte du Sérapéum de Saqqara est taillée dans une seule pièce de granit, un matériau connu pour son extrême dureté. Les boîtes sont énormes, certaines pesant jusqu'à 70 tonnes, couvercle et base comprises. Cela signifie que les blocs dans lesquels ils ont été sculptés pesaient environ 200 tonnes. La précision avec laquelle ces boîtes ont été fabriquées est remarquable. Leurs coins sont parfaitement carrés et les surfaces planes sont délicieusement lisses, avec une précision qui rivalise avec les capacités d'usinage modernes. Ce niveau de précision atteint il y a plusieurs millénaires est stupéfiant et a conduit à la spéculation selon laquelle les anciens Égyptiens avaient accès à une technologie avancée, peut-être perdue avec le temps. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ces boîtes réside dans leur surface intérieure, tout aussi précise et lisse que les extérieurs. Parvenir à une telle précision à l'intérieur d'une boîte en pierre, notamment avec les outils soi-disant disponibles à l'époque, semble impossible. Les parois des boîtes sont d'une épaisseur uniforme, suggérant l'utilisation d'équipements de mesure et de découpe sophistiqués. Ce niveau d'uniformité et de précision dans la fabrication de la pierre est rarement trouvé dans d'autres artefacts égyptiens anciens, ce qui soulève des questions sur la technologie et les méthodes utilisées dans leur construction. De plus, le processus de creusement de ces blocs massifs de granit aurait nécessité une compréhension et une maîtrise approfondie des techniques de taille de la pierre. Les outils conventionnels des anciens Égyptiens, principalement constitués de cuivre, auraient été inadéquats pour façonner une pierre aussi dure avec la précision observée. Cette divergence a alimenté les théories suggérant que les constructeurs du Sérapéum possédaient des connaissances technologiques avancées, comprenant potentiellement des perceuses à grande vitesse, des outils de coupe à pointe de diamant ou d'autres machines sophistiquées. Un autre aspect qui intrigue les chercheurs est la finalité de ces boîtes.
traditionnellement considérés comme des sarcophages destinés à l'enterrement des taureaux sacrés Apis, cette explication a été remise en question en raison de la construction élaborée et précise des boîtes, qui semble excessive pour de simples fins funéraires. Certains théoriciens suggèrent que ces boîtes étaient utilisées à des fins nécessitant des dimensions précises et des surfaces lisses, peut-être liées à une forme de manipulation énergétique ou à un processus scientifique inconnu de la science moderne. De plus, les caissons en granit possèdent également des propriétés acoustiques. Le transport et le placement de ces caisses massives sont également des sujets d'émerveillement. Les tunnels souterrains du Sérapéum sont étroits et sinueux, ce qui pose un défi logistique au déplacement d'objets aussi volumineux. Également, pourquoi n'y a-t-il aucune trace de torches, telles que des marques de brûlure dans le Sérapéum de Saqqara? Quel type d'éclairage ont-ils utilisé pour éclairer ces espaces souterrains? Contrairement à ces théories, l'archéologie traditionnelle attribue la précision et le savoir-faire des boîtes en granit à l'habileté et à la patience d'artisans anciens qui, au fil des générations, ont perfectionné leur technique de travail de la pierre. Les critiques de la théorie des technologies avancées affirment qu'il n'existe aucune preuve archéologique directe soutenant l'existence de machines ou d'outils suffisamment sophistiqués pour créer ces boîtes dans l'Égypte ancienne. Créer une telle précision dans les temps anciens aurait nécessité non seulement des outils avancés, mais également une compréhension sophistiquée de l'ingénierie et de la géométrie. L'échelle et la précision des boîtes du Sérapéum ne sont reproduits dans aucune carrière de granit moderne, ce qui indique que les anciens Égyptiens, ou peut-être une civilisation préexistante, avaient accès à une technologie et à des connaissances qui ne sont pas encore entièrement comprises. Mais revenons à la Grande Pyramide de Gizeh. Selon les mesures, la Grande Pyramide est la structure la plus précisément alignée qui existe et fait face au nord géographique avec seulement 3/60 de degré d'erreur. La position du pôle Nord évolue avec le temps, et la pyramide était exactement alignée à un moment donné. Plus incroyable encore, la Grande Pyramide est située au centre de la masse continentale de la Terre. Le parallèle Est-Ouest, qui traverse le plus de terre, et le méridien Nord-Sud, qui traverse le plus de terre, se coupent à deux endroits sur Terre, l'un dans l'océan et l'autre au niveau de la Grande Pyramide. Cet alignement a été réalisé sans boussole, qui ne serait pas inventé avant des milliers d'années. Une telle précision suggère une compréhension approfondie de l'astronomie et éventuellement l'utilisation d'observations d'étoiles ou d'autres méthodes avancées pour déterminer les directions cardinales avec une précision étonnante. Les constructeurs des pyramides avaient une connaissance si détaillée des solstices et des équinoxes que le jour de l'équinoxe de printemps, le soleil brille directement sur la Grande Pyramide. Et pendant ces quelques instants, la pyramide ne projette pas d'ombre. Une autre caractéristique intéressante réside dans les qualités acoustiques au sein de la pyramide, notamment au sein de la chambre du roi. La chambre est construite à partir d'énormes blocs de granit, un matériau connu pour sa densité et ses capacités de réflexion sonore. Lorsque des vocalisations ou des sons sont émis dans cette chambre, ils résonnent, créant un effet acoustique puissant et réverbérant. Cette résonance ne se contente pas d'amplifier le son, il semble le mettre en valeur, lui conférant une qualité à la fois profonde et durable. Écoutez ces démonstrations acoustiques tirées de la vidéo de Brian Forster, dans laquelle il examine la chambre du roi, en compagnie de Youssef Awayan, un expert en résonance acoustique.
le son peut persister dans l'air beaucoup plus longtemps que prévu, ce qui a conduit les chercheurs à suggérer que les architectes de la pyramide auraient pu intentionnellement incorporer ces caractéristiques acoustiques. Les dimensions et matériaux spécifiques choisis pour la chambre du roi, et éventuellement pour d'autres parties de la pyramide, auraient pu être méticuleusement sélectionnés pour atteindre une fréquence de résonance particulière. Cela suggère un niveau de connaissance et d'intentionnalité assez avancé dans l'utilisation du son, ce qui indique l'importance pratique de l'acoustique dans la conception de la pyramide. L'une des théories les plus étonnantes de toutes a émergé dans les années 1960, grâce à un homme nommé Edward Kunkel. En 1962, Kunkel publie un livre intitulé « La pompe du pharaon », qui bouleverse le monde de l'égyptologie. Dans ce document, il affirmait que les passages et les chambres dans et sous la Grande Pyramide étaient les conduits et les réservoirs d'une pompe à eau géante, qui aurait été utilisée pour renvoyer de l'eau dans le désert afin d'irriguer la terre. Selon Kunkel, la pyramide contenait en réalité deux pompes, l'une souterraine, représentée par la mystérieuse chambre souterraine de la pyramide, et l'autre au-dessus du sol, dans les chambres médianes et supérieures. Ensemble, ils créeraient deux ruisseaux qui sortiraient de la pyramide par des puits situés sur les côtés nord et sud. Sans surprise, les travaux de Kunkel ont suscité un grand scepticisme, non seulement de la part des égyptologues, qui ont rejeté catégoriquement la théorie, mais aussi de la part des ingénieurs, qui ont souligné que la conception de Kunkel aurait nécessité la création d'un vide, d'un certain nombre de vannes et d'un certain type de combustible, et une chambre de combustion pour entraîner la pompe. Pourtant, non soumis aux mêmes restrictions que l'égyptologie traditionnelle, de nombreux ingénieurs ont commencé à examiner de plus près le travail de Kunkel, réalisant qu'il n'était pas totalement dénué de mérite. Même si la conception à deux pompes de Kunkel n'aurait probablement pas été possible, certains ingénieurs ont noté qu'une pompe à bélier pourrait en fait avoir du sens. Une pompe à bélier est un appareil simple utilisé depuis des siècles pour déplacer l'eau d'un réservoir vers un autre endroit à l'aide de deux pièces mobiles et de la force de gravité. Les constructeurs de la Grande Pyramide auraient-ils vraiment pu créer une pompe à bélier à une échelle aussi massive? Une fois cette possibilité établie, d'autres chercheurs et érudits ont repris l'idée, concevant un agencement théorique dans lequel la Grande Pyramide était alimentée par l'eau du Nil occidental et du lac Mohéris voisin, chacun étant situé à une altitude plus élevée, ce qui en faisait des sources parfaites pour un système d'eau alimenté par gravité sur le plateau de Gizeh. Certains croyaient même que le mur de soutènement, dont on sait qu'il entourait autrefois le complexe pyramidal, aurait pu être un remblai pour un réservoir sur place. Alors que de plus en plus de gens sont venus à croire que la Grande Pyramide aurait pu être une énorme pompe à eau ancienne, ils ont été soutenus par un argument primordial simple, l'économie. Pensez-y, la Grande Pyramide est composée de 2,3 millions de blocs, pesant chacun entre 25 et 80 tonnes. Ce qui signifie que si les ouvriers se déplaçaient et posaient 12 blocs par heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sa construction aurait pris 20 ans. Qui plus est, on estime que, ajustée aux valeurs monétaires modernes, la création de la pyramide aurait coûté plus de 5 milliards de dollars. De manière simple, pourquoi se donner tant de peine et toutes ces dépenses rien que pour un tombeau? De toute évidence, les pharaons égyptiens disposaient d'une plus grande marge de manœuvre que les dirigeants modernes démocratiquement élus. Mais ils n'étaient pas totalement étrangers aux réalités financières et économiques. Ne serait-il pas plus logique de se donner tant de mal pour quelque chose qui offrirait un retour sur investissement plus élevé, comme, disons, une pompe à eau qui vous permettrait d'irriguer votre civilisation et de nourrir votre peuple? Ici, il faut prendre du recul pour aller à l'essentiel. Si la Grande Pyramide était vraiment une énorme pompe à eau, alors elle devait pomper l'eau quelque part. C'est ici que certains ont fait le lien et sont retournés à la mystérieuse fosse de Zaouayet El Arian. Ils pensent que le site n'était pas une pyramide inachevée,
mais un point d'évacuation de l'eau pompée par la Grande Pyramide. La fosse géante conçue comme un réservoir pour l'eau pompée par le bas. Le mystérieux site de Zaouïet El Aryan, situé entre le plateau de Gizeh et Abou Sir, a fait l'objet de nombreuses intrigues et spéculations, notamment en raison du fait que le gouvernement égyptien a restreint l'accès à ce site et l'a complètement enterré, niant toute enquête archéologique. Les seules informations dont nous disposons sur cet incroyable site proviennent de l'égyptologue Alessandro Barsanti, qui a étudié le site au début du XXe siècle, avant que l'accès au site ne soit complètement restreint. Le niveau de sophistication architecturale évident à Zaouïet El Aryan a donné naissance à des théories, suggérant qu'elle pourrait avoir été construite par une civilisation technologiquement avancée, peut-être antérieure à la chronologie conventionnelle de l'histoire de l'Égypte ancienne. La structure principale de Zaouïet El Aryan est souvent appelée la pyramide inachevée. Il se compose d'une base carrée mesurant environ 200 mètres de côté, avec un puits central profond en forme de T creusé dans le substrat rocheux. Ce puits, qui descend à environ 30 mètres sous le niveau du sol, est une merveille d'ingénierie en soi. Compte tenu de la dureté du substrat rocheux et de la précision requise pour creuser une telle structure. La précision et l'ampleur de ces fouilles posent d'importantes questions sur les outils et technologies dont disposaient les anciens Égyptiens. La compréhension conventionnelle des outils égyptiens, principalement composée d'outils en cuivre et en pierre, semble insuffisante pour entreprendre un projet aussi ambitieux et précis. Les théories suggérant que Zaouïet El Aryan a été construit par une civilisation technologiquement avancée sont alimentées par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la précision des travaux d'excavation est extraordinaire, les parois du puits étant presque parfaitement verticales et lisses. Ce niveau de précision suggère l'utilisation d'équipements d'arpentage et d'outils de coupe avancés, faisant peut-être allusion à un niveau de sophistication technologique non encore reconnu dans l'histoire de l'Égypte ancienne. L'argument est en outre étayé par l'absence de hiéroglyphes ou d'inscriptions sur le site, ce qui est habituel pour les structures monumentales égyptiennes, et laisse le but de la pyramide et l'identité de ses constructeurs entourés de mystères. La chose étrange à propos du site était que la fosse était intentionnellement remplie d'une masse enchevêtrée de lourds blocs de calcaire, faisant allusion à un effort délibéré pour dissimuler ou protéger ce qui se trouvait en dessous. Après avoir fouillé les blocs de calcaire avec lesquels le site a été enterré, Barsanti et son équipe ont trouvé une fondation massive de blocs de granit rose, qui différait des blocs de calcaire découverts précédemment. L'un de ces blocs était énorme, pesant environ 30 tonnes. La découverte de ce bloc de granit, ainsi que les découvertes ultérieures d'autres blocs de granit et d'un énorme bloc de granit rose de 30 tonnes, formant la base d'une sorte de trottoir, ont amené Barsanti à croire qu'il avait trouvé l'entrée d'un monde souterrain, peut-être rempli des trésors incalculables ou d'artefacts historiques importants. L'une des découvertes les plus remarquables du site de Zaouïet El Aryan était une grande cuve ovale en granit rose, polie comme un miroir et finement sculptée dans l'un des blocs de chaussée. La protection de la cuve, impliquant une couche de chaux et un épais lit d'argile bien répandu, suggère qu'elle avait une grande importance, contenant peut-être quelque chose de valeur ou d'importance. Les parois latérales de la cuve étaient tapissées d'une bande noire, peut-être le résidu d'un liquide, indiquant son utilisation dans un processus unique et inconnu. La conception de la cuve et les efforts évidents déployés pour préserver son intégrité suggèrent qu'elle faisait partie intégrante d'un processus sophistiqué, possiblement lié à la production ou au stockage d'énergie.
Lors des fouilles du site par Barsanti à son époque en 1905, une violente tempête frappa l'Égypte et la fosse de Zaouayet El Arian. Les pluies torrentielles ont rempli la fosse de plus de 3 mètres d'eau. De manière surprenante, quelques heures après la tempête, le niveau d'eau dans la fosse a brusquement baissé. Sûrement, affirmait Barsanti, cela devait être dû au fait que l'eau s'infiltrait dans une sorte de chambre souterraine, dans les appartements cachés qu'il croyait attendre d'être découverts sous la fosse. Entre le poids des blocs, le mortier semblable à du ciment et le motif imbriqué, le travail était le plus difficile que son équipe ait jamais entrepris. Mais pour Barsanti, cela n'a fait que prouver son point de vue. Certes, celui qui a construit le site s'est donné beaucoup de mal pour rendre les blocs du sol immobiles, parce qu'ils étaient destinés à cacher une cachette, ce qui est extrêmement important. Malheureusement, le travail était si difficile qu'une fois de plus, Barsanti fut à court d'argent avant de pouvoir résoudre le mystère. Puis la Première Guerre mondiale éclata, fermant les sites égyptiens pour une exploration plus approfondie. En 1917, Barsanti mourut subitement à l'âge de 59 ans. Plutôt que de poursuivre le travail de Barsanti, les égyptologues oublièrent simplement le site, laissant le mystère de ce qui se cachait sous lui non résolu. La restriction soudaine de l'accès au site de Zaouayet El Arian par le gouvernement égyptien dans les années 1960, au moment même où l'intérêt pour ces mystères reprenait, ne fait qu'approfondir l'intrigue. Une base militaire se dresse désormais sur le site et personne ne peut y pénétrer. Bien que la preuve définitive reste insaisissable, la complexité architecturale et les caractéristiques inexpliquées du site de Zaouayet El Arian, associées à sa proximité avec la Grande Pyramide, suggèrent qu'il pourrait faire partie d'un site technologie avancée de production et de distribution d'énergie dans l'Égypte ancienne. Cela pourrait en réalité aller bien plus loin que le pompage de l'eau pour l'irrigation. Au début de l'année 1999, un ingénieur maritime nommé John Cadman parcourait les étagères d'une librairie d'occasion, lorsqu'il est tombé sur un vieil exemplaire poussiéreux d'un livre des plus inhabituels, La pompe du pharaon. En tant qu'expert en hydraulique, le livre a intrigué Cadman, mais il l'a acheté et l'a emporté chez lui. Lorsqu'il commença à le lire de plus près, il se rendit vite compte que l'idée de Kunkel n'était pas aussi ridicule qu'il l'avait initialement supposé. Voulant en savoir plus, Cadman commença à apprendre tout ce qu'il pouvait sur la Grande Pyramide. Presque immédiatement, ce qu'il a découvert l'a captivé. La chambre souterraine de la Grande Pyramide, réalisa-t-il, ressemblait étrangement au plan d'une pompe à bélier. Il poussa ses recherches plus loin, remarquant sur des photographies que la chambre souterraine présentait des signes évidents de dégâts d'eau, en particulier au plafond, où des signes de cavitation provoqués par des bulles de gaz dans l'eau dues à un barattage violent étaient évidents, ainsi que des signes évidents de dégâts d'eau, des dommages causés par les ondes de compression qui le frappent. En d'autres termes, non seulement la chambre souterraine pouvait fonctionner comme une pompe à eau, mais, selon les yeux exercés de Cadman, il semblait qu'elle avait fonctionné comme telle. À ce stade, Cadman savait ce qu'il devait faire. Il devait s'appuyer sur ses années d'expérience en hydraulique et créer son propre modèle réduit de la pyramide et de sa chambre souterraine pour voir si elle fonctionnerait réellement comme une pompe à eau. Il a construit son premier modèle en utilisant une rivière voisine comme réservoir. Malheureusement, le modèle n'a pas fonctionné. D'abord, il a fui, puis s'est fissuré et n'a pas réussi à pomper l'eau comme il l'avait espéré. Mais Cadman n'abandonnerait pas si facilement. Il construit un autre modèle, puis un autre, qui subirent tous deux le même sort que le premier. Mais lors de son 4e essai, il a tout réussi. Et, pour le plus grand plaisir de Cadman, sa pompe a fonctionné. Cela prouva à Cadman sans aucun doute que la Grande Pyramide aurait pu fonctionner comme une pompe à eau géante, et que ce n'était sûrement pas par hasard. Il était clair, affirmait-il, que les créateurs de la chambre souterraine de la Grande Pyramide savaient exactement ce qu'ils faisaient.
C'était la percée qu'attendaient les disciples de l'œuvre originale d'Edward Kunkel. La preuve tangible qu'une pompe à eau de la Grande Pyramide était plus qu'une simple spéculation. Et pourtant, à mesure que Cadman poursuivait ses recherches, les résultats devenaient encore plus époustouflants et allaient bien au-delà du simple pompage d'eau. Après avoir prouvé que la chambre souterraine de la Grande Pyramide pouvait fonctionner comme une pompe à eau, Cadman a construit un nouveau modèle plus grand et l'a recouvert de béton afin de simuler les effets de la pompe fonctionnant sous terre. Il a déplacé le modèle, qui pesait plus de 227 kg, vers un ruisseau saisonnier avec un étang servant de réservoir. Lorsque ce modèle commença à fonctionner, Cadman remarqua immédiatement quelque chose qui le choqua. Encastrée dans le béton, la pompe créait une onde de compression verticale, un bruit sourd récurrent, semblable à un battement de cœur, qui pouvait être ressenti à travers le sol à 6 mètres de distance et entendu à plus de 30 mètres de distance. Cadman s'est rendu compte que ce qu'il avait construit allait bien au-delà d'une simple pompe à eau. En raison des ondes puissantes qu'il générait, Cadman a renommé l'appareil générateur d'impulsion. Vraiment, cela a tout changé. Si la chambre souterraine de la Grande Pyramide générait des ondes de pouls, ces ondes se seraient déplacées à travers les chambres supérieures et les passages en granit de la pyramide, et, en raison des propriétés réfléchissantes du granit, auraient créé une ionisation dans l'atmosphère, produisant ainsi un champ électrique. En termes plus simples, les impulsions créées par la pompe souterraine auraient interagi avec le granit de la pyramide pour produire de l'électricité. Il est apparu que Cadman avait non seulement prouvé que la Grande Pyramide pouvait fonctionner comme une pompe à eau pour déplacer l'eau à travers l'Égypte à des fins d'irrigation, mais qu'elle pouvait également créer de l'électricité dans les temps anciens. Bien sûr, ceux qui ont déjà regardé cette chaîne sauront que l'idée de la Grande Pyramide comme générateur électrique n'a pas commencé avec John Cadman. En fait, dès le début du XXe siècle, il est apparu en bonne place dans les travaux du célèbre inventeur Nikola Tesla. Mais, même si beaucoup d'entre vous connaissent déjà le travail de Tesla, vous ne connaissez peut-être pas son obsession pour l'Égypte ancienne, et plus particulièrement pour les pyramides qu'il a étudiées en détail, sur lesquelles il a écrit et qu'il a incorporé dans son travail. Considérez qu'en 1905, Tesla a déposé un brevet intitulé « L'art de transmettre de l'énergie électrique à travers un milieu naturel », qui contenait la conception de quelque chose appelé la pyramide électromagnétique de Tesla. En complétant son génie avec ce qu'il avait appris sur l'Égypte ancienne, son idée était d'utiliser une immense structure pyramidale pour projeter l'énergie vers le ciel où elle pourrait ensuite être exploitée par des récepteurs individuels dans le monde entier. Il est intéressant de noter que Tesla a en fait construit un modèle de sa pyramide électromagnétique, connue sous le nom de Wardenclyffe Tower, une structure de 56 mètres de haut, surmontée d'un dôme de métal conducteur de 55 tonnes. Malheureusement, avant de pouvoir prouver de manière concluante que son modèle pouvait créer de l'énergie, Tesla a perdu son financement et le projet a été abandonné. Et pourtant, même si les travaux de Tesla sur les pyramides électromagnétiques ont disparu, l'idée n'a pas disparu. Grâce à Tesla, beaucoup ont commencé à regarder la Grande Pyramide avec un regard neuf, et plus particulièrement sa composition originale. Recouverte de blocs de calcaire de tuf blanc, connus pour leurs propriétés isolantes inégalées, ces tunnels et chambres en dessous bordés de granit, un puits, conducteur électrique connu. Simplement, cela aurait été l'agencement parfait si l'intention était de créer et d'utiliser de l'électricité. De petits canaux de conductivité électrique en granit entourés d'isolants, un peu comme les fils de cuivre enveloppés de caoutchouc dans les appareils électroniques modernes. De plus, on sait que la Grande Pyramide était à l'origine surmontée d'une pierre angulaire en or, l'un des matériaux les plus conducteurs d'électricité sur Terre. De la même manière que la tour Wardenclyffe de Tesla était surmontée d'une boule de métal de 55 tonnes. En d'autres termes, si la Grande Pyramide avait été conçue pour l'électricité, ses constructeurs n'auraient pas pu faire mieux. Et si ce n'était pas le cas,
Eh bien, par une coïncidence historique, il serait accidentellement tombé sur la conception parfaite. Pour ajouter au mystère, en 1993, une pièce mystérieuse et inaccessible a été découverte, après être restée cachée pendant des milliers d'années. Semblant avoir été délibérément cachée par les ingénieurs de la structure, la pièce a fini par s'appeler la Chambre de la Reine et a finalement été explorée en 2011 avec une petite caméra distante pour révéler quelque chose de très étrange. Il contenait du fil de cuivre soigneusement fabriqué et, plus important encore, des instructions peintes sous forme de symboles sur le sol semblaient montrer un schéma de câblage clair. Vous pouvez faire passer un courant électrique à travers un fil de cuivre et la bobine produira un champ magnétique à courte portée. Ajoutez une deuxième bobine et la puissance est transférée d'une bobine à l'autre. Une pièce sans fenêtre avec des câbles en cuivre pourrait créer un potentiel plus élevé sur un mur, qui transférerait de l'énergie au potentiel inférieur, libérant ainsi de l'énergie électromagnétique dans l'espace confiné, de ce qu'on appelle la chambre de la reine. En fait, l'épreuve était si suggestive que l'idée a continué à se développer jusqu'au temps moderne. Christopher Dunn est un ingénieur en mécanique qui a travaillé pendant plus d'un demi-siècle au plus haut niveau de la fabrication aérospatiale. Dans les années 1970, Dunn a commencé à s'intéresser au mystère de la Grande Pyramide de Gizeh, parallèlement à son travail quotidien dans l'industrie aérospatiale. Il a commencé à consacrer son temps libre à des recherches sur la Grande Pyramide, du point de vue de l'ingénierie mécanique. Lentement mais sûrement, il en est venu à la conviction qu'il y avait plus dans la pyramide qu'il n'y paraissait. Selon ses termes, « Je suis arrivé à la conclusion qu'avec un tel investissement de ressources et l'extrême précision qui a été conçue dans le bâtiment, c'est un bâtiment qui fonctionnait comme une machine, et la machine était utilisée pour exploiter l'énergie de la Terre. » Il fut inspiré pour faire des recherches et découvrir comment fonctionnait cette machine. Pendant plus de 20 ans, il a mené ses recherches, devenant un éminent expert en la matière, publiant des dizaines d'articles et apparaissant comme une voix de confiance à la télévision grand public. They were tuned to vibrate with the frequencies of the Earth, and they converted the energies of the Earth into electromagnetic energy. En 1998, un an avant les expériences légendaires de John Cadman, qui prouvèrent la capacité électrique de la Grande Pyramide de Gizeh, Dunn publia enfin son ouvrage fondateur, intitulé « La centrale électrique de Gizeh ». Le livre décrivait méticuleusement un système dans lequel la Grande Pyramide tirait l'énergie sismique de la Terre, produisant de l'électricité dans la chambre du roi grâce à l'utilisation de l'hydrogène créé par une réaction chimique dans la chambre de la reine. Le travail de Dunn était si révolutionnaire qu'il a inspiré les chercheurs du monde entier à suivre son exemple. Depuis plus de 2 décennies, la recherche s'est poursuivie et s'est développée, devenant chaque année plus étonnante. En fait, plus que jamais, la science, et en particulier la science dominante, prend au sérieux l'idée de la Grande Pyramide de Gizeh en tant que générateur électrique. En effet, en 2018, une étude a été publiée dans le prestigieux Journal of Applied Physics, qui a examiné la réponse de la Grande Pyramide aux ondes radio, et a conclu que la pyramide pouvait en fait concentrer l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes, ainsi que sous sa base, semblant confirmer les recherches de Cadman et les idées de Tesla. Puis, en 2019, un nouveau livre a été publié par les égyptologues James Brown et Gigi and Desire Hurtak, intitulé « Le complexe industriel de Gizeh », qui s'appuie sur les travaux de Dunn pour suggérer que l'ensemble du plateau de Gizeh fonctionnait comme un système de production d'énergie. Selon les auteurs, les structures autour et sous le plateau ont été conçues pour activer un processus sophistiqué de division de l'eau, qui permettait d'utiliser l'hydrogène comme source de carburant. Comme il l'explique dans le livre, il existe de bonnes preuves que la Grande Pyramide était une gigantesque usine de traitement de l'eau, destinée à créer de l'eau électrifiée. Le fait que le livre et l'idée n'aient pas été immédiatement considérés comme ridicules est révélateur du chemin parcouru par l'idée de la Grande Pyramide en tant que générateur électrique. En fait, au lieu d'être moqué,
le livre a en fait remporté des prix, dont le prestigieux New York City Big Book Award. Encore une fois, maintenant plus que jamais, la science dominante considère la possibilité de la Grande Pyramide comme générateur électrique comme tout à fait possible. En réfléchissant à la grandeur des structures anciennes de l'Égypte et aux technologies sophistiquées qu'elles impliquent, une théorie convaincante émerge. Ces merveilles ne sont pas uniquement les réalisations des Égyptiens dynastiques historiquement connus, mais plutôt les vestiges d'une civilisation ancienne bien plus avancée. Cette civilisation, antérieure à l'histoire enregistrée, aurait pu transmettre une richesse de connaissances et de prouesses technologiques, établissant ainsi les bases sur lesquelles les Égyptiens ultérieurs ont bâti et prospéré. De telles réalisations nous amènent à considérer la possibilité qu'il ne s'agisse pas des expériences initiales d'une civilisation émergente, mais plutôt de l'héritage d'un prédécesseur, dont les connaissances et les réalisations étaient suffisamment monumentales pour influencer les générations longtemps après leur disparition. Cette théorie ne diminue pas les réalisations des Égyptiens dynastiques, mais met plutôt en évidence la continuité des réalisations humaines et le potentiel des civilisations à s'appuyer sur l'héritage laissé par leurs prédécesseurs. Cela suggère que les anciens Égyptiens étaient les héritiers d'un héritage riche et sophistiqué qu'ils ont adapté et préservé.